Puis la régie voulait qu'on y mette Julien. La camisole de force? Oui. Et puis si on ne faisait pas, ben écoute, c'était notre job qui était en jeu. Fait que, on a obéi à la religieuse, mais c'est pas parce qu'on était d'accord avec ça. Ça fait 37 ans qu'on s'est pas vu. On a grandi ensemble. Bonjour, Pauline. La direction nous a refusé l'accès à l'établissement. Mais Myriam Kelly et Alice Quinton ont pu y entrer et y retrouver des amis d'enfance. Elle n'a pas changé. Elle n'a pas changé. Elle se ressemble encore, hein? Regarde pas, Pauline. On a grandi ensemble, Pauline. Pauline, de moi aussi. OK, bonjour, Pauline. Bye, Pauline. Bonjour, Pauline. Bye. Bonjour, Alice. Bye-bye. OK, merci, là. Merci beaucoup, là. Merci, là. Oh, mon Dieu. Oh, Seigneur du bon Dieu, c'est pas un cadeau, ça. Ça fait pitié. Bye-bye. Ça fait pitié, hein? Je te dis que je pense que si on avait eu resté là, tout le temps, là, je pense qu'on serait devenus comme eux autres. À Montréal, les orphelins qui ont vécu au Mont-Providence n'ont pas connu un sort meilleur. Lorsqu'il ouvre ses portes en 1950, le Mont-Providence est une institution d'avant-garde. C'est une école spécialisée où on enseigne aux enfants qui ont des difficultés d'apprentissage. Mais 4 ans plus tard seulement, les religieuses doivent se plier à une décision politique. Le Mont-Providence change de vocation et devient un hôpital psychiatrique. Le gouvernement du Plessis a décrété que parce qu'il y avait engorgement à Saint-Jean-de-Dieu, il y avait au-delà de 6 000 patients de tous les âges, ils ont décidé de remplir l'hôpital Mont-Providence, l'Institut médico-pédagogique, avec le trop-plein des patients de Saint-Jean-de-Dieu. Et c'est là que la vocation a été changée. Ça, c'était une erreur monumentale de la part à la fois des fonctionnaires et du gouvernement de stopper, d'arrêter une nouvelle institution qui allait dans la bonne direction. À partir de ce moment, les enfants sont étiquetés débiles mentaux et leur vie change de façon radicale. À partir de cette journée-là, ils ont commencé à mettre des barreaux dans les vitres. Ils ont commencé à mettre de la clôture. Ils ont, dans chaque salle, puisqu'on était, ils ont enlevé le bain puis ils ont fait des cellules. C'est là-dedans que j'ai vécu 25 % de ma vie. On a été obligé d'accepter tous les genres d'enfants, des enfants à handicap multiples, des enfants qui n'étaient vraiment pas éducables. Mais les enfants dont on parle, les enfants de Duplessis, ceux qui étaient restés sur place, on a essayé de les laisser dans leur département sans les mélanger. On ne les a Sœur Lise Plot a enseigné à des jeunes orphelins du Mont-Providence dans les années 50. Elle a été témoin de la transformation de l'institution. Est-ce que la communauté religieuse n'aurait pas dû s'opposer à ce changement de vocation? La communauté s'est sûrement beaucoup débattue pour conserver l'œuvre, mais le gouvernement était radical. Si on ne faisait pas ça, on ne finançait pas l'hôpital, on ne finançait pas l'institution. Alors on avait besoin, on ne pouvait pas vivre sans financement. La conversion du Mont-Providence en hôpital psychiatrique a un impact considérable sur les orphelins. Désormais, ils n'ont plus que 2 heures de cours par jour et ils doivent travailler. Moi, je me souviens d'avoir lavé des malades mentaux. Je veux dire, mon travail, c'était de les laver. Donc, j'étais en contact avec eux. Mais à un moment donné, ce contact-là était comme devenu normal, puisque le seul environnement qu'on connaissait, c'était celui du Mont-Providence. À ce moment-là, c'est évident que je n'avais pas conscience que je constituais une main-d'œuvre. J'en avais absolument pas conscience. Mais aujourd'hui, je vois bien qu'on a fait de moi, puis de tous les autres d'ailleurs, on constituait une main-d'œuvre à bon marché. Il n'y a pas de doute là-dessus. Plutôt que de nous éduquer au sens où de nous instruire, ben, on s'est servi de nous. Et ce travail-là, vous étiez forcé de le faire? J'ai pas le souvenir d'avoir été forcé, mais à 10 ans, on ne refuse pas ce qu'on nous dit de faire. Surtout dans une institution où on est habitué à fais ci, fais ça, fais ça. Donc, ça ne s'est pas posé dans ces termes-là, c'est ce que je dirais. En termes d'obligation ou pas, c'était presque normal de le faire. Parce qu'on ne faisait pas d'autre chose, de toute façon. Mais cette nouvelle réalité n'est pas vécue de la même façon par les orphelins. Comme il n'y avait pas 10 sous dans ce temps-là, ben, je pense qu'on faisait un plaisir d'aller les aider dans les salles pour avoir soin des enfants, puis leur donner à manger. Puis, mais c'était
pas, quand on entend parler de l'esclavage, c'était pas d'esclavage, parce que moi, ça me faisait plaisir d'y aller, surtout quand je voyais que c'était un enfant qui était démuni. Quand vous avez une religieuse qui a 50 enfants, vous avez 2 employés, je pense qu'on se faisait un plaisir d'aller les habiller, puis les nourrir. Puis, en tout cas, moi, ce que j'ai vécu, là, j'ai bien aimé ça. Mais est-ce que vous n'étiez pas forcé de faire ça? Non. Je n'ai jamais senti. Au contraire, si je n'allais pas travailler, je me sentais malheureux. Pour moi, travailler, ça disait que j'étais capable de prendre des responsabilités. En plus de vivre dans un asile et de travailler, les orphelins sont soumis à une discipline très stricte. Certains affirment même qu'ils ont subi des mauvais traitements et des agressions sexuelles. Moi, je me souviens d'avoir été dans un cachot pendant 3 jours. Nourri à l'eau ou au pain. On ne mangeait pas beaucoup. Je ne me souvenais pas ce que j'avais fait pour obtenir cette... Sûrement que j'avais désobéi, parce que j'étais, semble-t-il, assez désobéissant. Et on m'isolait donc dans un cachot, avec une espèce... On m'attachait avec des camisoles, je me souviens très bien. Les moniteurs qui vivaient quasiment 24 heures sur 24, ils restaient ici. Fait que les moniteurs, eux autres, ils avaient besoin des besoins sexuels, ils s'en prenaient aux enfants. Ils ont pris même à moi, qui était dans une salle. Puis toutes les fois que je faisais quelque chose de pas correct, ils me mettaient dans la cellule, puis là, ils me baissaient mes culottes, puis là, ils m'abusaient sexuellement. Dans ce temps-là, les moniteurs avaient quoi, 20, 21 ans? Nous autres, on avait 10, 11 ans. On nous envoyait toujours, comme on dit, en face du Mont-Prévidence. C'était le grand champ, c'est là qu'on pouvait s'amuser. Alors, entre-temps, le temps que les enfants s'amusaient, il y a un moniteur qui nous avisait, ben, venez avec moi, on va faire un petit tour dans le bois avec un autre copain avec moi. On était 2. C'est là qu'il y a eu des abus sexuels. Pour les religieuses, c'est un choc. Ce sombre portrait de l'époque et toutes les allégations de mauvais traitements les secouent profondément. Toutes ces allégations-là nous bouleversent énormément. Puis on a bien de la misère à comprendre comment de tels événements puissent être survenus. Et ce qui nous fait mal dans tout ça, c'est que c'est comme si c'était une règle générale dans toutes les institutions et pour toutes les communautés. Ça, c'est ça qui nous bouleverse beaucoup. Qu'il y ait eu, à un moment donné, un individu qui a eu des conduites répréhensibles, je pense que c'est quasi pas possible de nier ça. Ça fait longtemps qu'on savait que ces enfants-là pourraient avoir un avenir difficile, très difficile même. Alors, ce côté-là, moi, ça ne m'a pas étonné qu'ils disent que ça a été pénible. Maintenant, qu'ils aient été maltraités, en plus, ça m'étonne, puis ça me trouble. Ça me trouble, je trouve, oui, si vraiment ils ont eu des mauvais traitements. Ça fait mal. Ça fait très mal parce qu'on a mis, vous savez, on a vraiment engagé notre vie complète et entière. Moi, si je me regarde, ben c'est toute ma vie, moi, qui a passé son temps, ses énergies, tout, en fin de compte, pour s'occuper de ce type d'enfants qui avaient besoin de nous autres, finalement. Parce que c'était ça. Je ne comprends pas qu'on puisse penser que les religieuses qui sont là pour aider les démunis, leur donner vraiment des conditions de vie acceptables dans le contexte du temps avec les moyens que nous avions, nous ayons pu utiliser ce pouvoir-là au détriment des personnes que nous avons voulu aider. Là, il y a quelque chose là, qui ne marche pas là, dans l'histoire. Vraiment, là, pour moi, là, c'est inconcevable. Moi, je me dis que ce qu'elles ont fait, elles ont été courageuses, premièrement. Peut-être aujourd'hui, on les revire le revers de la main, mais je me dis, aujourd'hui, si c'est par ces femmes-là, moi j'appelle ça des femmes de taille, si elles n'avaient pas été là pour nous recevoir, je me demande où on serait aujourd'hui. Docteur Lazure, le rapport auquel vous avez collaboré, le rapport Bédard, ça constitue en quelque sorte une condamnation du travail des religieuses dans les institutions psychiatriques. Oui, et on nuance quand même, parce que j'ai pris une grande part à la rédaction du rapport, je me rappelle très bien, on nuance quand même. Au niveau des intentions, la bonne foi des religieuses n'a pas été mise en question. Elles étaient pleines de dévouement, pleines de charité, pour la très grande majorité. Une petite minorité a pu avoir des comportements sadiques, comme on en trouve chez les laïcs. Bon. Ceci étant dit, elles ont été, encore une fois, trop complaisantes, trop bonasses,
devant les agissements du gouvernement Duplessis du temps. C'est beaucoup plus une condamnation de la négligence et de l'ignorance plutôt que la condamnation des religieuses. On a constaté que les religieuses, par un concours de circonstances, avaient permis que se développe dans ces institutions-là non pas un climat de traitement, mais un climat punitif. On parle très peu des médecins dans ce débat-là, et personnellement, je le regrette. Je veux dire, les médecins ont manqué à leur éthique professionnelle en lui déclarant malade mental, et je pense que c'était pas par ignorance. C'est pourquoi je parle, moi, quelque part de collusion entre... C'est tout un système ici qu'il faut accuser. C'est pas nécessairement tel individu plutôt que tel autre, mais c'est un système qui est en cause. C'est un dossier assez volumineux, là. Bon, écoutez, lorsqu'on regarde... Le comité des orphelins demande que justice soit faite. Maître Robert Fauteux est leur avocat. Il va déposer en leur nom un recours collectif contre les communautés religieuses et le gouvernement du Québec. Les orphelins veulent obtenir 1,4 milliard de dollars en réparation de ce qu'ils ont subi. Mais le dossier est complexe et les procédures risquent d'être fort longues. Ça pourrait durer combien de temps, d'après vous? Je pense que personne ne peut vous dire, ou pourrait répondre à cette question-là. Si dans ce type de procédure, on a à suivre l'ensemble des procédures civiles qui peuvent intervenir dans ce dossier-là, je pense que moi, je ne verrai même pas la fin de ce dossier-là. Et certains des orphelins non plus, j'imagine? Je pense que, en grande partie, les orphelins ne verraient pas la fin de ce type de dossier-là. Mon rêve, c'est que les religieuses avouent qu'est-ce qu'ils nous ont fait. C'est ça qui est mon espoir, là, qu'ils viennent et qu'ils disent, qu'ils nous donnent des excuses pour avoir abusé de nous autres comme ça pendant des années. Je me souviens, quand je suis partie de Saint-Ferdinand, j'avais une vengeance au cœur. Je dis, un jour, lorsque je sortirai, tout le monde va savoir de quelle façon que nous, les enfants de l'hôpital Saint-Julien, comment qu'on a été traités. Tout le monde va le savoir. On demande des excuses au gouvernement, puis réparation. Puis de la part des sœurs, la même chose, puis les médecins. C'est les trois responsables de notre situation. Je ne crois pas que l'époque puisse justifier de condamner 4000 enfants comme des arriérés mentaux. À partir de quel principe? Est-ce que la mentalité de l'époque justifie une décision comme celle-là? Absolument pas. Et si on répond oui, c'est très inquiétant. C'est très inquiétant. Ça veut dire que n'importe quel contexte, historique ou pas, pourrait justifier ce qui s'est passé. La Deuxième Guerre, il n'y a rien qui justifie ce qu'Hitler a fait. Il n'y a rien qui justifie ça. Et c'est pas l'époque qui justifie, à mon point de vue à moi, qui justifie ce qu'Hitler a fait. C'est pas parce qu'on était dans une période de guerre que on doit accepter ce qui s'est passé. Et je pense que pour l'histoire, je dirais pour l'humanité, il faut absolument dénoncer ce genre de choses-là pour ne pas que ça se reproduise.